Quant à rebours lancé avant la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan en juin à Nice, le Haut-Commissariat et le pays continuent y présenter un modèle polynésien de protection des océans qui s'appuie sur l'expérience et les initiatives des acteurs du FENUA, dont les associations Tetiaroa Society et Te Manao Te Moana. Après un déplacement à Montréal la semaine passée, le représentant de l'État s'est rendu aujourd'hui à Tetiaroa, un atoll réputé pour ses programmes de préservation et de restauration de la biodiversité marine. Sur place, la végétalisation du littoral permet de lutter contre l'érosion du littoral. Il bénéficie du fonds vert de l'État. On en parle avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Eric Spitz. Bonsoir. Johanna. Alors après Moorea, vos déplacements officiels autour des projets subventionnés par le Fonds vert vous emmenez aujourd'hui à Tetiaroa, des opérations pour lutter par exemple contre l'érosion du littoral. Sur l'atoll, ce sont les tortues qui sont en danger et vous avez été sensibilisé à leur cause. Oui, j'ai été sensibilisé à cette cause. Je voulais dire d'ailleurs que la Polynésie française a eu l'immense honneur d'être le premier territoire ultramarin pour prendre le relais de l'année de l'outre-mer, sélectionné par le ministère des Outre-mer, et nous avons à cœur de préparer la conférence de Nice, le sommet des océans, en juin. Alors à Tetiaroa, la Tetiaroa Society et Te Manao Te Moana sont deux associations qui auront sans doute leurs accréditations pour participer au sommet de Nice parce qu'elles sont un peu à la pointe. La première, effectivement, s'occupe de protection des tortues. Elle s'occupe aussi d'informer la jeunesse. Et puis la seconde, à travers des énergies renouvelables comme le SWAC ou des submersibles qui vont être acquis par cette association, aura à cœur d'explorer aussi les grands fonds marins. Et justement, ce projet de submersible vous a été présenté aujourd'hui, un projet qui sera également présenté à la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, en tout cas qui le devrait. En quoi peut-elle faire avancer la recherche scientifique sur nos fonds marins? Aujourd'hui, nous ignorons 95% de ce qu'il y a dans les grands fonds marins. Donc il y a une nécessité de mettre en œuvre un programme d'exploration. La Tetiaroa Society a d'ailleurs un accord avec l'Ifremer pour cette exploration. Et les submersibles acquis par la société de Dick Bailey vont pouvoir nous permettre d'y voir plus clair entre 200 mètres et 1000 mètres de fond. On ignore tout de ce qui se passe et ça va être un programme extrêmement ambitieux, extrêmement excitant également, qui va être mis en place, si tout va bien, compter de fin 2025, début 2026 à Tetiaroa. Un programme que nous suivrons attentivement à TNTV. Alors cette année, en parlant de fonds marins, cette année devrait être adopté le projet de code minier international qui prévoit les futures règles d'exploitation des ressources marines dans les eaux internationales. La France et la Polynésie française se sont déjà positionnés contre l'exploitation minière dans leurs ZEE. Surveillez-vous particulièrement cette évolution réglementaire prochaine? Oui, le chef de l'État et d'ailleurs le président Broverson se sont exprimés avec netteté sur la question. Nous sommes absolument contre l'exploitation des fonds marins. Vous savez qu'il y a une organisation internationale à Kingston, en Jamaïque, qui est chargée de gérer tout ce qui n'appartient pas à la ZEE, autrement dit les eaux internationales. Et nous serons extrêmement vigilants, ne serait-ce que parce que, sans caricaturer, depuis quand même 100 ans, l'homme a quand même saccagé les forêts, a pollué les océans avec le plastique, avec le mercure, a pollué l'air. Et les grands fonds marins restent encore le dernier paradis où on n'y a pas mis la main. Alors je ne voudrais pas que pour des raisons de profit, on abîme aussi cette partie de la Terre. Alors on va vous faire réagir sur d'autres faits d'actualité, l'Azerbaïdjan notamment. Le Tavini et certains élus de l'Assemblée de Polynésie a tissé des liens avec le groupe d'initiative de Bakou. Quel rôle l'État joue-t-il dans ce dossier? L'État distingue bien les affaires du pays et la démarche d'un parti politique honorable qui recherche, on le sait depuis des années, à avoir un référendum d'autodétermination. Donc sur cette affaire-là, je rejoins bien évidemment le président Broverson. Les dernières élections territoriales se sont tenues sur le thème du logement, de l'emploi, de la cherté de la vie, et c'est ce sur quoi nous travaillons pour améliorer le quotidien des Polynésiens. Donc moi, je n'ai pas à commenter cette démarche. Je tenais simplement à vous dire, parce que lors de
à ma prestation lors de vos confrères de Polynésie la Première, on m'a dit, bon, bah, Eric, c'est un peu facile. Alors, comme j'étais pressé de questions, m'est revenu finalement une citation d'un personnage de Shakespeare en une pièce en 1594 où il disait si tu manges avec le diable, il faut une très longue cuillère. Et j'ai repensé à l'Arménie. L'Arménie, c'est un pays qui a colonisé son voisin, qui a attaqué le Haut-Karabakh, qui a massacré des milliers de chrétiens, qui a muselé la presse, qui a enfermé ses opposants. Et quand je repense à tout ça, je préfère finalement la citation de Raymond Barre qui disait même avec une longue cuillère, il ne faut pas manger avec le diable. Une citation qui pourrait porter à interprétation. Le débat en Polynésie sur la souveraineté du pays revient régulièrement. Certains partisans de la décolonisation estiment qu'un dialogue entre l'État et le pays sous l'égide de l'ONU est nécessaire. Le président de l'Assemblée, Anthony Giros, a récemment fait voter une délibération lui permettant d'attaquer l'État en justice en cas de refus de dialogue. Vous avez contesté ce texte, c'est su, aujourd'hui transmis au Conseil d'État. Comment percevez-vous la démarche du président de l'Assemblée ? Le président de l'Assemblée s'est attribué à travers cette délibération des pouvoirs qui relèvent du président de la Polynésie française en violation manifeste de la loi organique. J'ai donc saisi le tribunal administratif qui va saisir le Conseil d'État pour avis. J'en discutais avec Tony Géros il y a quelques jours. Finalement, on est tous satisfaits de voir le Conseil d'État qui va nous dire le droit et qui va nous dire qui a véritablement le pouvoir dans le domaine des relations internationales. Mais il ne fait pas de doute, en lisant la loi organique, qu'il s'agit du président de la Polynésie française et pas le président de l'Assemblée. Donc là, on reste vraiment sur la forme. On reste sur la forme et sur le fond. Il appartient à Tony Géros de nous dire ce qu'il recherchait en faisant adopter cette délibération, mais ce n'est pas à moi d'interpréter ses pensées. Les Jeux du Pacifique 2027 se préparent, mais des incertitudes budgétaires subsistent. Le président du pays a exprimé des inquiétudes après l'annonce de coupes budgétaires par l'État. Les Jeux sont-ils réellement menacés, comme le laisse entendre le président du pays ? Non, les Jeux du Pacifique ne sont pas menacés pour plusieurs raisons. Bon, déjà, la semaine dernière, le président Boverson et moi-même étions à Paris. J'ai rencontré Manuel Valls, il a rencontré d'autres responsables politiques pour sensibiliser nos responsables à l'importance de ces Jeux pacifiques pour le rayonnement de la Polynésie et de la France dans le Pacifique. Alors, dans le contrat de développement et de transformation que nous avons signé avec la Polynésie, il y a à peu près un quart des sommes qui sont fléchées sur la construction d'infrastructures pour les Jeux du Pacifique. C'est bloqué. Non, le projet de loi de finances 2025, dans le meilleur des cas, sera adopté mercredi. Donc on ne va pas crier avant d'avoir mal. Pour l'instant, on ne connaît pas les dotations, mais j'imagine que même si nos dotations devraient légèrement baisser, en tout cas, les 25% qui sont consacrés aux Jeux du Pacifique seront préservés quoi qu'il arrive. Je rappellerai aussi que l'Agence du sport va financer certaines infrastructures, qu'elle va aider au recrutement d'une dizaine de personnes, et puis que l'État, tout comme pour les Jeux Olympiques, va se mobiliser pour assurer la sécurité de ces Jeux du Pacifique. Et nul doute que ce sera encore un grand succès pour la Polynésie dont elle pourra être fière. Et voilà de quoi rassurer le monde sportif polynésien. On change de thématique, la lutte contre la drogue. Le 4 mars, le Conseil de prévention de la délinquance, le CPD, se réunira réunissant la justice, le pays et l'État dans la lutte contre l'ICE. Comment améliorer cette collaboration pour endiguer ce fléau ? Et il y a plusieurs choses. D'abord, je ne voudrais pas que l'arbre Ice cache la forêt du Pakalolo. Moi, je n'aime pas cette distinction entre les drogues douces, entre guillemets, et les drogues dures. Le Pakalolo, ça déstructure des familles, ça entraîne des violences intrafamiliales, ça entraîne aussi des problèmes de scolarité, ça entraîne des problèmes de sécurité routière, avec un bilan qui n'est pas bon, comme vous le savez, en 2024. Et surtout, les profits du Pakalolo servent à construire des petits magots pour acheter de l'ice ou de la coke. Donc déjà, il n'est pas question de dépénaliser le Pakalolo. Je rappellerai que nous avons arraché 23 000 pieds l'année dernière, ce qui représente un tiers des pieds arrachés au niveau national. Il y a quand même une loi de pays qui va permettre l'usage médical du Pakalolo, on le souligne tout de même. Oui, sous un étroit contrôle de l'Institut Malardé, de la douane et des forces de l'ordre. Je vous garantis qu'on ne permettra pas une quelconque dépénalisation du cannabis. Ensuite, sur l'ICE,
Et sur la cocaïne, moi j'ai donné des instructions très claires dans deux directions. La première, c'est la coopération internationale. Nous avons réuni le séminaire des gardes-côtes en décembre avec les Australiens, les Néo-Zélandais, les Américains, qui a rapidement donné des fruits, puisque des renseignements donnés par la police australienne nous ont permis d'intercepter plus d'une demi-tonne de cocaïne sur un voilier. Et puis, en ce qui concerne la lutte contre les drogues dures, j'ai donné des instructions pour qu'on s'attaque aux avoirs criminels. Alors, on le fait déjà, il y a déjà eu 1,3 milliard de francs pacifiques d'avoirs criminels de saisie en 2024. C'est des voitures, c'est des maisons, il y aura des ventes aux enchères dans les semaines qui viennent de ces avoirs. Mais bien évidemment, nous allons encore essayer d'augmenter par un travail avec le GIR, avec la justice, la saisie de ces avoirs criminels. Tout en sachant que notre marché n'est pas suffisamment grand pour intéresser les grands trafiquants nord-américains et sud-américains. Nous sommes plutôt une zone de transit vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et donc les Australiens qui craignent pour les enfants ainsi que les Néo-Zélandais ont tout à fait intérêt à coopérer avec nous. En 2024, la Polynésie a connu sa première saisie de Dice Blue, une variante réputée plus dangereuse. Est-ce une source d'inquiétude majeure aujourd'hui? L'introduction des drogues de synthèse, quelles qu'elles soient, l'ice blue, le fentanyl, fait partie vraiment de nos principaux motifs de préoccupation. La coopération avec les Américains a beaucoup progressé en 2024 et il y a beaucoup d'arrestations dont on ne parle pas au départ de Los Angeles avec des trafiquants qui terminent en prison aux États-Unis. Donc la coopération, elle est là, elle fonctionne. Pour l'instant, nous n'avons pas de traces d'arrivée du fentanyl, Dieu merci, dans notre région, mais bien évidemment, nous sommes vigilants. Une dernière question avant de se quitter, monsieur le haut-commissaire. Vous avez été fait commandeur de l'Ordre national du mérite par le président de la République lui-même. Quelle action en particulier attribuez-vous à cette distinction? Bon, c'est le résultat d'une carrière. Moi, j'ai tenu à associer la Polynésie française à ce moment. C'est pour ça que j'avais invité Moïtai Boverson, Tony Géros, l'ensemble de nos parlementaires, l'ancien président, Édouard Fritsch. Une bonne moitié de ces élus étaient là parce qu'ils étaient présents à Paris. Et ça a été un beau moment et j'espère qu'il rejaillira un peu sur la Polynésie française, ce moment de fierté. C'était un bon moment pour les officiels et vos équipes. On imagine que ça devait être une forme de reconnaissance pour elles aussi. Oui, c'est une forme de reconnaissance pour mes équipes. C'est aussi une forme de reconnaissance pour ma famille. Bon, chacune de mes filles a fait 12 établissements scolaires dans le primaire et le secondaire. Donc elles ont quand même pu voir qu'il y avait quand même une reconnaissance de la République par rapport à ce qu'elles aussi, elles avaient vécu au cours des 20 dernières années. Merci pour ce partage, monsieur le commissaire, et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.